Alors, merci beaucoup. Vraiment, merci pour l'invitation. Je suis très honoré d'être ici, très heureux d'être avec vous. Donc, j'espère pouvoir apporter tout ce qui a été annoncé par Didier. Donc, oui, effectivement, je suis rattaché maintenant à un laboratoire de travail social. Donc, c'est vrai que je dois avouer que de plus en plus, j'ai l'habitude surtout de parler avec j'ai envie de dire, des intervenants sociaux qui se préoccupent Très concret. très concrètement de questions qui se posent pour eux avec évidemment l'irruption de la connexion, des écrans dans leur quotidien et donc qui se posent des questions très, très concrètes. Et dans le cadre de ce travail, j'anime principalement maintenant des recherches dites actions ou collaboratives, c'est-à-dire des recherches dans lesquelles les professionnels sont intégrés à tout le processus de recherche. Donc, on peut parler de formation par la recherche. Alors, comme introduction, ce que je vais faire, c'est que je vais rebondir sur quelques petits éléments qui ont été dits par Didier. Le premier, c'est que lorsque Didier a dit que souvent les nouvelles technologies sont perçues d'un certain œil par la population et que tout est un imaginaire autour des technologies qui se brodent, tout un imaginaire qui fait qu'on accepte ou qu'on rejette ou que dans le sens commun, on va attribuer des causes, par exemple délétères très, très rapidement. Il faut dire que c'est aussi vrai pour l'adolescence. Alors ça, c'est important, c'est-à-dire que l'adolescence, elle est elle aussi, si vous allez voir du côté des anthropologues de l'adolescence et des sociologues de l'adolescence, ils vous diront tous, regardez, d'un point de vue historique, on sait que les ados, entre ceux qui sont en train de grandir, sont généralement vus comme une menace à l'ordre établi et donc avec toute une série de fantasmes ou de lieux communs qui peuvent surgir. Donc, lorsqu'on met les ados en perspective avec l'usage des réseaux sociaux et des écrans, qui est une nouvelle technologie, entre guillemets, vous avez là, j'ai envie de dire, un petit cocktail explosif de représentation sociale qui peut tomber dans ce que le sociologue Cohen nommait il y a déjà très longtemps des paniques morales, hein, 1972, l'ouvrage. Euh, donc ça, c'est la première chose. Et puis, la visibilité, généralement, ce qui va se passer, c'est qu'en tout cas, quand on parle des adolescents, si vous regardez bien ce qui va être mis en avant, généralement, ce sont les trois grands tabous de l'humanité, violence, sexualité, mort, qui vont attirer l'attention du grand public. Hein, c'est-à-dire que ce soit les phénomènes de violence mis en ligne, le harcèlement, les questions de sexualité avec les nudes, par exemple, les photos à caractère sexuel, l'hypersexualisation des jeunes filles en ligne, la mort avec tout le débat sur, par exemple, les rites de deuil en ligne ou aussi tout ce qui est violence morbide de type torture, etc. Mais généralement, vous allez voir que les préoccupations vont être autour de ces questions. Et donc, on a, j'ai envie de dire, une belle rencontre, entre guillemets, entre ce qu'on peut se représenter des technologies de l'information et de la communication, mais aussi de l'adolescence. Lydie a parlé de causalité, ce problème qu'on a dans la recherche, soit à avoir du mal à penser la causalité, ou du moins à la trouver ou à la prouver, etc. Euh, En sociologie compréhensive, comme ça a été dit dans la tradition de Max Weber, il y a cette idée qu'on peut évidemment, par l'accès au discours et aux représentations sociales, accéder à certains univers de sens. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Max Weber nous a proposé autre chose, c'est ce qu'on appelle les affinités électives. Alors, les affinités électives, c'est une façon peut-être de faire un pas de côté par rapport à la recherche de causalité. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire est-ce qu'il y a un point A qui mène vers un point B ou un point B vers un point A, on se pose tout simplement la question de la connivence entre deux processus. Comment les deux processus se nourrissent l'un et l'autre? Comment finalement ils avancent l'un et l'autre et se nourrissent en éludant un peu la question, quelque part, de qui est à l'origine, mais en se disant que l'hypothèse, c'est qu'il y a des connivences avec deux processus. Et j'ai envie de dire que mon travail se résumerait à ceci. J'essaie de voir quelles sont les affinités électives entre les manières de devenir adulte, donc les processus adolescents, le devenir adulte, et d'un autre côté, ben, ce qui a été nommé par rapport aux affordances, Tout ce c'est-à-dire qui est tout ce qui est proposé. proposé. Oh, Oh, j'ai touché quelque chose, j'aurais pas dû. Je je pensais pensais bien bien faire. faire. J'ai rien. C'est bon. Et donc, voilà. Donc, il y a les affinités électives entre finalement les processus adolescents ou les modalités de devenir adulte et ce qui est offert par la société, ici, j'ai envie de dire, des technologies de l'information et de la communication.
Et évidemment, l'idée, du moins le point de départ et le postulat, c'est que en ayant accès au discours des jeunes, on peut avoir accès à leur effort de justification, hein, pas la vérité, pas une quête de vérité, mais que leur effort de justification peut nous donner à nourrir, ben, évidemment, ces rencontres entre ces processus. C'est l'idée. Et donc, quand on travaille, nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je le rappelle, mais j'imagine qu'il y a quand même des qualitativistes dans la salle. C'est qu'on essaie, à travers des entretiens semi-directifs ou des focus group, d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'à la saturation, c'est-à-dire par rapport à une population déterminée, on multiplie les entretiens et à un moment donné, ben, arrive une surprise, entre guillemets, c'est que les nouveaux répondants ne nous disent plus rien de nouveau. Hein, c'est-à-dire qu'on peut dire, voilà, il y a 7 liens que les jeunes font entre tel réseau social et tel enjeu identitaire. Et une chose que je peux dire, c'est que depuis le début qu'on fait des enquêtes qualitatives sur ces questions, et je suis évidemment pas le seul à travailler en ce sens, c'est qu'on voit évidemment que les jeunes eux-mêmes font des liens entre, j'ai envie de dire justement, les processus de construction d'identité et finalement les réseaux sociaux. Évidemment, plus qu'on fait d'enquêtes, plus qu'on peut être fin dans ces rencontres, ces affinités électives. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, c'est que, et ça c'est une évidence, c'est que l'architecture, le design des réseaux sociaux exploite finalement, on pourrait dire, les failles, ou en tout cas les façons de devenir adulte à l'ère du numérique. Et ça, on en reparlera. Mais en même temps, on peut ajouter aussi une lecture interprétative. Et c'est là qu'on peut parler de socio, mais anthropologie. On peut aussi se poser la question, est-ce que finalement, ce qu'on voit de visible à l'ère du numérique et ce qui se joue, est-ce que c'est vraiment complètement nouveau ou est-ce qu'en fait, ce serait, mais c'est une hypothèse à tester, est-ce que ce serait des logiques beaucoup plus anciennes qui finalement ont toujours été présentes, ce qu'on appelle parfois en anthropologie des invariants anthropologiques, qui perdureraient, qui se renouvelleraient, qui se changeraient dans leur forme, mais qui prendraient de nouveaux aspects et qui formuleraient de nouveaux enjeux du fait de l'immigration, j'ai envie de dire, de ces logiques anciennes sur les réseaux sociaux. Hein? Prenez l'exemple, je vais prendre un exemple un peu gros pour être clair. Dire, si vous voyez des rites de deuil mis en ligne sur YouTube ou dans les jeux vidéo, vous ne pouvez pas vous dire les rites de deuil sont nouveaux. Hein? C'est une évidence. Donc la question qui pourrait se poser alors, c'est est-ce qu'on peut comprendre si ces logiques de mise en scène des rites de deuil à l'heure du numérique renvoient à des logiques qu'on voyait déjà par ailleurs, avec cette idée à la clé que c'est peut-être finalement la mise en visibilité qui est beaucoup plus dérangeante que la logique qui est effectivement rendue visible. Hein? Voilà, donc ça, c'est un petit peu le contexte dans lequel je me situe. Et aujourd'hui, ben, je vais essayer de vous parler, entre autres, de l'enquête qui a été mentionnée dans le livre Grandir inquiet à l'ère du numérique, mais aussi de d'autres enquêtes qui sont en cours de route. Une grande enquête sur les nudes, donc les photos à caractère sexuel, comparaison France-Guyane, et une autre sur l'IA comme confident et conseiller chez les ados qu'on est en train de mener. On est dedans, mais puisque c'est quand même peut-être intéressant et que ça continue à nourrir la discussion, j'en parlerai un peu. Alors, pourquoi s'intéresser aux inquiétudes, à ces états d'angoisse face à l'incertitude? Mais il y a plusieurs raisons, évidemment, que vous connaissez. La première, ce sont les statistiques qui sont apparues un peu partout, j'ai envie de dire, en Occident, mais qui ont attiré notre attention sur le fait qu'il y aurait, du moins, voilà, un peu plus de troubles, disons, de nature dépressive, entre autres chez les 16-24 ans. Euh, des enquêtes qui montrent, qui rappellent aussi que ce sont pas seulement des jeunes dits vulnérables, que ce seraient des jeunes aussi de classe moyenne et supérieure qui seraient touchés. Il y a aussi les retours des professionnels qu'on côtoie, j'en côtoie beaucoup, psychiatres, enseignants, psychologues, qui quand même nous disent, vous devriez explorer quand même que qualitativement, on a le sentiment que la souffrance des jeunes se transforme. Et évidemment, tous ces enjeux, on va dire, macro, que ce soit la question écologique ou géopolitique, qui vient quand même reposer la question de la place de ces inquiétudes dans la vie de ces jeunes. L'enquête qui a été faite ici, c'est 58 jeunes de classe moyenne et supérieure qui ont été enquêtés. Donc, je pense que vous comprenez que du point de vue qualitatif, la saturation est amplement acquise. Hein? On est toujours prudent, on en fait toujours un peu plus, mais j'oserais pas dire à partir de quel nombre, généralement, les gens cessent de se répéter.
Alors, quelques petits mots pour placer le contexte de ces inquiétudes. Et là, vous verrez euh, de ce rapport aux inquiétudes chez les jeunes et de comment ils les vivent, parce que pour moi, en tout cas, dans les travaux que je mène, c'est très difficile de comprendre l'usage général des réseaux sociaux sans revenir justement sur ce qui les anime, et c'est ce qu'ils vivent précisément dans leur modalité de devenir adulte. La première chose, et ça c'est quelque chose que je répète à toutes les conférences parce que c'est un petit peu le socle, c'est qu'il faut se rappeler que pour les socio-anthropologues, mais pas seulement, les sociologues aussi, on va dire que aujourd'hui les jeunes deviennent adultes par expérimentation. Alors, c'est un mot-clé qui nous permet de mettre des mots et des paroles sur quoi. Expérimentation, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, Olivier Galland était le premier à l'utiliser, hein, à la fin des années 90, un sociologue de la jeunesse. Alors, l'expérimentation, c'est quoi? C'est l'idée que de plus en plus, il y a une tendance qui est qu'on va mettre les jeunes dans une position de choix face à leur destin, face à leur vie, choisi, fait des choix professionnels, mais aussi relationnels, familiaux, même d'identité de genre. Fais des choix, installe-toi dans la vie, et en même temps, sociologiquement, il y a de plus en plus de possibilités qui sont offertes. Donc, il y aurait un double mouvement, une pression de plus en plus jeune pour faire sa vie, devenir quelqu'un. Et là, je vous renvoie aux travaux d'Alain Ehrenberg, qui déjà dans les années 1980 nous parlait du culte de la performance en disant que la performance, c'était aussi une question d'identité, devenir quelqu'un, faire les bons choix. Et en même temps, un mouvement où il y aurait de plus en plus de choix, de possibilités offertes. Mais avec à la clé le fait que le choix n'implique pas nécessairement d'être validé et d'être entériné par ceux qui nous accompagnent. Hein, autrement dit, il y a un discours social de sois qui tu veux, mais lorsque les choix et les affirmations sont faites, elles ne sont jamais certaines d'être validées. Hein, prenons exemple, des parents très ouverts, une famille très ouverte, on dit oui, tu peux avoir l'orientation sexuelle que tu veux. Dans les faits, les choses ne se passent pas toujours de cette façon. Alors, possibilité d'invalidation. Alors, pourquoi raconter ça? Parce que ce qui se passe, c'est que la réaction qu'on voit à ça, c'est que on entre dans des logiques de plus en plus d'essais et d'erreurs. C'est-à-dire que les jeunes vont procéder par l'expérimentation. C'est-à-dire qu'ils vont tester des versions d'eux-mêmes pour essayer de voir qu'est-ce qui convient, qu'est-ce qui ne convient pas, comment ils le vivent, est-ce qu'ils peuvent l'assumer, un mot qui revient très souvent dans le langage, pour avancer tranquillement et se construire des postures, mais qui peuvent toujours être réversibles. Hein? Donc, beaucoup d'incertitudes. Et donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que finalement, on pourrait dire que l'affichage et la mise en scène de soi est un corollaire de la société de l'expérimentation. Plus que vous êtes dans l'incertitude, plus que vous êtes incertain de la bonne posture adoptée, de la bonne relation dans le rapport à l'autre, etc., eh bien, plus que vous serez porté à faire des tests et des erreurs. J'aime beaucoup rappeler ça parce qu'en fait, ça a déjà été pensé, cette logique d'expérimentation, avant même l'apparition des réseaux sociaux. Or, vous avez compris, vous qui connaissez peut-être encore mieux que moi le design, j'ai envie de dire, des réseaux sociaux et autres, il a été construit justement pour exploiter ou pour utiliser finalement cette logique. Hein, pensez-y bien, si vous regardez l'évolution des réseaux sociaux, ce sont finalement des dispositifs qui permettent de tester différentes versions de soi-même. Hein, et en même temps, donc photos, vidéos, commentaires, partage de contenu, etc., profil, etc. Et en même temps, on a multiplié les manières de pouvoir valider ou invalider ces mises en scène. Hein, c'est-à-dire au début, le like, le commentaire, le repartage de contenu, mais aussi l'invalidation, le ghosting, ça peut être aussi l'abonnement, etc. Hein, donc, les flammes, l'apothéose pratiquement d'une réflexion interne, c'est probablement ils connaissent très, très bien les ados. Donc, ça, c'est un peu la base parce que finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on le voit, il y a un lien entre finalement le sentiment d'insécurité ontologique et les manières d'utiliser les réseaux sociaux. Et si je le dis, c'est parce qu'on le voit dans les entretiens, c'est-à-dire vous avez des jeunes de 15 ans, 16 ans, 17 ans qui commencent à changer leur usage précisément parce qu'ils sortent parfois des logiques d'expérimentation. Des jeunes qui vont vous dire, oui, bon, est-ce que tu changes souvent ta photo de profil? Ah non, plus maintenant, beaucoup moins qu'avant, leur réflexion. Pourquoi? Ah ben, en fait, je me rends compte que j'en ai plus besoin, mais pourquoi t'en avais besoin? Et là, il y a une jeune fille un jour qui me dit, ah, mais tu sais, j'avais l'impression à l'époque, 2 ans plus tôt,
à l'époque que je changeais tellement vite que je voulais que ma photo de profil me corresponde le mieux possible. Hein? Et elle dit, mais des fois, j'avais ce sentiment-là plusieurs fois par semaine. Et oui, tout de suite de l'extérieur, on regarde les traces, on se dit, petit problème qu'on peut psychologiser rapidement. Et lorsqu'on va dans l'effort de justification, on se rend compte qu'il y a un lien qui est fait entre ce sentiment d'incertitude cosmontologique et la nécessité de se mettre en scène pour se sentir mieux avec soi-même. Alors ça, c'est, on va dire, la base de ce qu'on peut voir. Mais lorsqu'on s'intéresse en particulier à la question des incertitudes, il y a d'autres choses qu'il faut rajouter, et c'est le deuxième point du développement. C'est que j'ai mentionné que depuis Alain Ehrenberg, au moins en sociologie, on dit l'individu de plus en plus responsable de lui-même et de son destin. Manière de dire qu'on a donné à l'individu la responsabilité de ce qui incombait au collectif autrefois, hein, grosso modo. Ce qu'il faut dire, c'est que faire les bons choix, ça a été longtemps décrit comme étant finalement la voie de l'épanouissement personnel. Mais on se rend compte aussi qu'il y a un corrélaire, c'est-à-dire que c'est le prix à payer de la liberté qui touche ceux qui ont moins de ressources internes, donc pour aller du côté de nos amis psychologues et psychiatres, pour pouvoir justement assumer l'affichage de soi. Mais on se rend compte avec des travaux, par exemple, comme je pense à ceux de Patrick Peretti-Vattel, que l'autonomie, la revendication d'être une personne autonome, ça passe aussi par la gestion de sa santé. Hein? C'est-à-dire que quand les ados, on leur parle finalement à des êtres rationnels qui seraient supposément capables de faire des bons choix rationnellement s'ils connaissent les risques. Le problème, c'est qu'on se rend compte qu'ils trouvent des bénéfices aussi autres, évidemment, notamment à travers la transgression, qui vont rentrer en tension avec cette rationalité de peut-être prendre soin de son corps. Mais on passe aujourd'hui à une autre étape, c'est-à-dire que l'individu n'est pas seulement responsable de son destin, de son avenir et de son corps, il est aussi responsable de son équilibre intérieur. Hein? C'est-à-dire qu'on voit des personnes qui sont de plus en plus se sentent responsables de leur santé mentale et qui peuvent prendre des symptômes, des signes, comme étant une preuve de leur incapacité à gérer leur vie, mais aussi à être des sujets autonomes. Et donc, ça donne des choses du type, je donne un exemple parmi d'autres, ça donne des choses du type, comme Louise, au début de la vingtaine, qui nous dit ceci. Elle nous parle de ses inquiétudes. Elle dit, j'ai l'impression que ça me stresserait plus d'admettre que j'ai besoin d'en parler, de mes inquiétudes. J'ai l'impression que si j'admets que j'ai besoin d'en parler, c'est que j'admets que je n'y arrive pas toute seule. Donc, je préfère ne pas penser au fait que je n'arrive pas à gérer ça toute seule et essayer de gérer ça toute seule. Désolé pour les répétitions. Par contre, une fois que c'est fait, je vais en discuter avec plaisir une fois que le problème sera réglé. Alors, ça peut paraître anecdotique, ça ne l'est pas, puisqu'on voit de plus en plus des jeunes dans les enquêtes qui finalement associent l'idée d'autonomie avec l'idée de se débrouiller tout seul, de faire sans. Vous avez compris que lorsqu'on utilise des dispositifs techniques, on peut avoir le sentiment de faire seul aussi. Et ça, c'est un des problèmes auxquels on est actuellement confronté. Quand je rencontre des intervenants sociaux, je leur dis, assurez-vous que les ados aient une bonne définition de l'autonomie. C'est peut-être un des facteurs de prévention face à certains usages du numérique. Je vais développer. Donc, responsable de son équilibre intérieur, donc ça donne des personnes qui finalement peuvent avoir tendance à se replier sur eux-mêmes. Et comme le disait le sociologue Anthony Giddens il y a déjà très longtemps, il n'y a rien de pire pour l'individu moderne et hypermoderne que d'avouer qu'il a un déficit d'autonomie. Et c'est peut-être vrai pour les individus, je pense que c'est encore plus vrai pour les adolescents. Donc, deuxième point, se sentir de plus en plus responsable de son équilibre intérieur, mais peut-être de plus en plus jeune. Le troisième point, c'est que dans cette enquête, on s'est rendu compte que l'inquiétude, le fait d'être inquiet, était parlé de plus en plus souvent comme étant une norme. C'est-à-dire que ce qui est normal et admis, c'est d'être inquiet, et ce qui est déviant et transgressif, c'est de ne pas l'être.
Hein? C'est-à-dire, là, je pense que généralement, on comprend assez bien ce qui est raconté ici, c'est que finalement, un des gages pour montrer qu'on est lucide, qu'on comprend la société dans laquelle, qu'on est acteur de cette société, c'est de dire qu'on est inquiet. Parce que si vous dites que vous n'êtes pas inquiet, vous risquez, comme plusieurs nous ont dit au cours de l'enquête, de passer pour un bisounours. Hein? Et pour une petite anecdote, j'ai hésité à écrire un chapitre sur les bisounours parce que c'était quand même une façon assez, j'ai envie de dire, assez amusante de mentionner quelque chose de très important. Donc, ça veut dire que la norme serait du côté de ceux qui sont inquiets. Et là, on s'est rendu compte à quel point c'était vrai, c'est quand on a posé une mauvaise question. Et quand on pose des mauvaises questions, en qualitatif, parfois on a des très bonnes réponses. Donc, on était sauvés par nos répondants. Et la question était la suivante. C'était, qu'est-ce que tu fais pour te débarrasser de tes inquiétudes? Et là, moi personnellement, et les intervieweurs de l'équipe, ont eu à peu près toujours les mêmes réponses, c'est-à-dire, ben quoi, de quoi tu parles? On se débarrasse pas de ses inquiétudes. Le monde, il est comme il est. On ne se débarrasse pas de ses inquiétudes. On les met en arrière-plan. On les met en pause. On les gère. On gère ces inquiétudes. Et donc, l'inquiétude est apparue de plus en plus comme une norme, puisque c'est une manière de montrer qu'on comprend le monde, et même pour certains jeunes dans l'enquête, montrer qu'on est un adulte. Hein, c'est-à-dire que pour certains, maintenant on ne peut pas généraliser, le fait de devenir inquiet et de se montrer inquiet, d'afficher ses inquiétudes, était un marqueur du grandir. Et là, je vous passe les détails, mais dans une société où, comme vous l'imaginez, les marqueurs du grandir ne sont pas du tout clairs pour les ados, mais les jeunes adultes aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a plusieurs choses. C'est qu'il y avait cette idée de faire seul. Et donc, sans ses proches, de plus en plus, un exemple parmi d'autres, qui nous dit, ma petite sœur, je ne l'embête pas avec mes inquiétudes parce que je sais qu'elle est en études de droit et elle-même est giga stressée vis-à-vis de son avenir. Je vais pas avoir de mal à lui en parler, mais je ne vais pas le faire parce que je sais qu'elle a autre chose à penser. Hein, ça traduit assez bien cette idée que les proches ne sont pas nécessairement les meilleures personnes pour partager ses inquiétudes. Donc, il faudrait se replier sur d'autres modalités. Mais ça veut dire aussi d'être capable de gérer le périmètre de ces inquiétudes. C'est-à-dire jusqu'où je m'inquiète, jusqu'où ça déborde. Et là, évidemment, ceux qui étaient engagés en faveur de l'écologie étaient assez intéressants parce qu'ils nous permettaient justement de mettre des mots sur des représentations qu'on voyait quand même par ailleurs. Hein, Cathy, 17 ans, qui dit, j'ai commencé à me remettre en question tout mon mode de vie confie-t-elle lorsqu'elle a fait son premier travail. Parce que ce truc de capitalisme, je ne suis pas insensible, j'ai travaillé, qu'est-ce que je vais faire de mon salaire? Et tout de suite, ça a été, je vais m'acheter des chaussures, je vais m'acheter un nouveau sac, et puis après, le soir, dans mon lit, je me suis dit, mais merde, moi aussi, je suis comme ça. Et là, je me suis mis un peu angoissé dans le sens où je me suis dit, où est-ce qu'elle est la limite? Et là, on pourrait y revenir longtemps parce que les enquêtes qu'on a fait par ailleurs sur l'engagement écologique ont montré assez bien que la gestion de la limite, du questionnement et de l'incertitude était reléguée à l'individu et vécue comme quelque chose appartenant à l'individu. C'est surtout ça hein, qui nous intéresse. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut gérer ses inquiétudes parce que on dirait qu'on s'éloigne un peu du paradigme de l'épanouissement personnel et qu'on va vers un autre logique qui est tu peux rester dans l'émotion et vivre des inquiétudes, mais tu ne dois pas devenir anxieux. Hein? Comme si le contexte de gestion de soi et de ses émotions faisait en sorte qu'il fallait, en plus, peut-être le faire seul ou du moins se débrouiller un peu plus par soi-même. Et vous aurez compris que ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on se met à analyser comment ils parlent de leurs différents usages des technologies de l'information et de la communication, y compris des réseaux sociaux, et qu'est-ce qu'on voit? On voit de plus en plus des manières de tenter de se rassurer, de gérer les émotions, de se sentir mieux avec soi-même. Et ça, c'est pas que moi qui le dis, parce que moi qui est à l'affût de tout le temps des thèses, on se rend compte que la dimension de l'émotion pour parler, finalement, et de la gestion de soi, pour parler de ses usages, est de plus en plus présente.
Je vais vous donner quelques exemples. Ça nous donnera à penser là-dessus. Il y a, je vais reprendre sur la question de l'expérimentation. Généralement, quand on a beaucoup de temps, on prend le temps de dire oui, mais si s'exposer permet de colmater provisoirement des formes d'incertitude, la question qui se pose, c'est quel regard numérique on va interpeller. Hein? Donc, pendant longtemps, on a dit qu'il y en avait 4. Je le dis rapidement, mais je ne vais pas détailler aujourd'hui. Son propre regard, c'est lorsque vous produisez du contenu pour vous-même, pour vous regarder de l'extérieur. Donc là, on pourrait déjà analyser tout ça. Il y a l'autrui significatif, donc la personne que l'on connaît, que l'on fréquente dans les espaces physiques et qu'on intensifie la relation sur les réseaux sociaux, par exemple. Il y a l'audience imaginée. Dana Boyle en parlait il y a déjà très longtemps, c'est-à-dire l'espace semi-public, le mur, la story ouverte. On a un certain nombre d'abonnés qui nous regardent, qu'on peut imaginer qui nous regardent. Vous avez la personne jamais rencontrée physiquement. On essaie de pas nommer un inconnu, évidemment, surtout pour les ados, puisqu'il peut y avoir des relations significatives qui ont été développées. Et bien sûr, maintenant, il y a les intelligences artificielles conversationnelles qui s'ajoutent à ce paysage. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des logiques. Je vais vous donner un exemple concret qui était rapporté par un parent. Vous avez un enfant qui produit un bricolage. Il produit un bricolage qui est chez lui. Et le bricolage, il est génial. Et les parents débarquent dans le salon, regardent ce qui se produit. Et là, qu'est-ce qu'on se passe? Qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qui se produit? Eh bien, l'enfant dit, regardez, les parents félicitent, bravo, c'est très beau, etc. Et l'enfant dit, regardez, j'ai fait tout seul. Mais il l'a pas fait tout seul puisqu'il a utilisé un tutoriel dont les parents n'ont pas toujours d'ailleurs la connaissance de l'origine. Et donc, vous êtes face à un jeune qui enclenche cette logique du « je peux utiliser de l'information à l'ère du numérique pour l'utiliser », développer le sentiment que je suis une personne autonome au sens que je l'ai défini juste avant, et gagner en reconnaissance et donc en réassurance dans une société où il y a de l'incertitude et où on avance avec une certaine insécurité ontologique. Et donc, vous avez pléthore d'exemples de ce type. Et là, à dessein, j'ai choisi un exemple qui se passe dans les espaces physiques pour rappeler que ça déborde, bien entendu, la simple exposition de soi sur les réseaux sociaux et les retours sur les réseaux sociaux. Un autre exemple, qui est plus récent, c'est celle de l'usage de l'IA. Alors, dans l'enquête qu'on mène, on est en train de mener sur l'usage de l'intelligence artificielle en tant que confident et conseiller par les ados et jeunes adultes. On pose une question très large, parce que l'idée, c'est quand même d'être surpris, comme vous le savez, quand vous faites du qualitatif. Et on pose la question suivante. As-tu déjà été surpris, pardon, as-tu déjà fait quelque chose d'important avec l'intelligence artificielle? Si je pose cette question, vous allez vous mettre à cogiter, là, vous allez penser à toutes les petites choses banales que vous faites, et là, à un moment donné, peut-être que vous allez sortir quelque chose d'un peu plus, j'ai envie de dire, significatif. Et donc, une jeune fille, elle nous dit ceci. Elle a 17 ans, elle nous dit, nous, les filles, en général, on a déjà eu cette appréhension, par exemple, pour les premières règles, le premier rapport. J'en ai pas forcément parlé à mes parents, ni à un médecin, donc j'ai cherché sur Google. Et c'est vrai que rapidement, j'ai eu des réponses du type ah, vous avez peut-être un cancer. Moi, j'ai passé une phrase, excusez-moi, c'est pas Et, et j'avais des questions. Ouais, parce que moi, j'ai réécrit à la main, donc je suis désolé. J'ai demandé pourquoi le sang devenait marron à Google, des choses comme ça. Et c'est vrai que rapidement, j'ai eu des questions du type vous avez peut-être un cancer. Ouais. Elle nous dit ceci. Elle dit, je trouve qu'il y a vachement plus de bêtises sur Internet, alors que l'IA, une fois qu'on a confiance en elle, on voit qu'elle ne dit pas de bêtises. C'est bien pour se reposer et arrêter d'avoir peur de tout et de rien, en fait. Et donc, ce qui est intéressant dans sa réponse, c'est qu'elle renvoie à ce que j'ai dit précédemment, et je peux vous dire que là, les premiers résultats qu'on a renvoient très souvent à ça, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, en tant que conseiller et confident, est mise en perspective
avec les expériences bonnes ou insuffisantes, ou en tout cas, peut-être pas satisfaisantes aux yeux des jeunes, des autres possibilités et des autres personnes qui peuvent questionner. Hein, ici, on a les parents, on a le médecin, mais on a le même type de réponse lorsqu'on pose la question sur le monde scolaire. Hein, dernièrement, c'est tout frais, une étudiante en médecine qui explique qu'il y a une plateforme pour pouvoir poser des questions organisée par les enseignants. Et elle dit à l'intervieweuse, elle dit, en fait, je ne pose pas les questions ici, je préfère poser à l'intelligence artificielle parce que j'ai peur de la réaction et du retour de mes enseignants. Avec un discours qui apparemment est basé sur des expériences vécues. Et donc, ça nous permet de penser quelque chose, c'est-à-dire que le contexte du choix de l'IA pour se reposer et arrêter d'avoir peur tout le temps ne peut pas être compris sans une mise en perspective avec, j'ai envie de dire, l'écosystème des possibilités de mobiliser d'autres sources d'information, mais aussi d'interpeller d'autres regards dans les interactions sociales. Hein, c'est quelque chose qui revient très souvent. Le troisième exemple, ça nous renvoie plus à la question des émotions. C'est un exemple, je pense que tu peux lire dans le livre Didier. Eva Illouz dit depuis, la sociologue Eva Illouz dit depuis déjà quelques années, elle nous dit que l'émotion à l'ère du numérique aurait peut-être un peu changé de statut, c'est-à-dire qu'elle aurait une dimension performative. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire par dimension performative? Elle nous dit que finalement, certaines occasions, quand on consomme des images, on ressent des émotions, et l'être rationnel que nous sommes, regarde cette émotion et peut finalement analyser cette émotion comme une preuve de qui il est, ou une nuance apportée à qui il croit être. Hein, prenons un exemple tout bête, vous regardez des images d'actualité, de guerre, ça vous touche, ça vous rend triste, ça vous met en colère, ça vous dégoûte. Et Aurelius va nous dire, peut-être que vous pouvez prendre cette émotion vécue comme une preuve de qui vous croyez être. Et d'ailleurs, si vous regardez des images longtemps et qu'à un moment donné, vous ne ressentez rien, vous allez aussi vous questionner. Vous allez dire, finalement, je manque d'empathie, etc. Et on peut aller même plus loin. On peut se dire que finalement, ces émotions qui sont vécues, analysées, peuvent aussi être associées à une identité et même à une posture politique. Hein? Ça va jusqu'au bout. Je vais vous donner l'exemple d'un jeune engagé en faveur de l'environnement et qui, au cours de son entretien, il dit, mais moi, sur TikTok, j'adore cliquer sur du contenu d'extrême droite. Bon, petite surprise quand même. Je dis, pourquoi tu fais ça? Il dit, mais moi, j'adore ça, vérifier ce qu'ils font, etc. Parce que ça me met en colère. Et donc, il s'engage une discussion sur la colère et il me dit, mais vous savez, souvent, on dit que les militants et leur identité, les émotions, quand on parle de beaucoup d'émotions, etc., c'est les co-anxiétés, c'est la peur de l'avenir et tout. Moi, mon identité militant, c'est pas ça, c'est la colère. Et là, finalement, ce qu'il raconte, c'est que quand l'algorithme lui renvoie périodiquement, comme il me l'explique, du contenu qui suscite à nouveau la colère, eh bien, si on suit Eva Illouz, dans ce moment-là, il a une confirmation de la personne qu'il croit être, et il a un renforcement de son identité de militant. Et évidemment, vous avez compris que ça peut probablement s'appliquer à toutes sortes d'identités. Alors, c'est la dimension performative de l'émotion. Et encore ici, dans cet exemple, il y a quand même quelque chose d'assez questionnant, parce que de l'extérieur, on pourrait se dire, oui, mais intérioriser de la colère, est-ce que c'est quelque chose de positif qui renvoie à un certain bien-être? Ou est-ce que c'est quelque chose fondamentalement de positif, puisque ça la rassure dans une certaine mesure, puisque ça, finalement, confirme l'idée qu'il se fait du même, et ça lui permet, finalement, de colmater une incertitude par rapport à, son identité. Et c'est pour ça que, pour moi, en tout cas, cet exemple nous montre quelque chose, c'est que dans un même élan, dans une même consommation d'images, peut-être même dans une même publication, c'est pas qu'il y a quelque chose de négatif ou de positif, ou en tout cas en faveur du bien-être ou du mal-être, c'est qu'on voit des exemples de ce type où finalement, dans la réponse, tout se passe comme si on nous racontait qu'il y a exactement les deux. Hein?
C'est-à-dire une part rassurante et une part qu'on pourrait qualifier peut-être de délétère. Si j'y vais un peu plus loin, je vais vous donner un autre exemple. Euh, c'est un jeune qui une fois dit, encore question militant, c'est pas la même personne, il dit, euh, mais moi je vais voir des vidéos d'abattoirs. Je dis, pourquoi aller voir des vidéos d'abattoirs? Mais là, la réponse, c'est, mais tu sais, les médias traditionnels, ben, ils ne disent pas, ils polissent la réalité. Donc, moi, je veux savoir c'est quoi la vraie vie. Et je trouve ça normal. Et là, tout son discours s'articule par rapport à ce que je vous ai dit sur la norme de l'inquiétude. C'est normal d'être inquiet. Donc, pourquoi ne pas finalement consommer des images qui permettent juste d'avoir, voilà, je ne suis pas un bisounours, et d'avoir une photo assez plus juste du monde, dans le discours, bien entendu. Mais en même temps, quand je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça te fait? Eh bien, il répond lui-même qu'il a eu du mal à dormir, que ça l'a affecté. Et donc, lui-même, en tant qu'acteur, j'ai envie de dire, reconnaît qu'il y a eu un effet qu'on pourrait qualifier, nous, de délétère sur sa personne. Et donc, encore une fois, vous voyez, vous avez d'un côté la possibilité de vivre certaines expériences qui vont venir, finalement, j'ai envie de dire, collimater l'incertitude identitaire, et en même temps, qui vont être reconnus comme étant potentiellement délétères par les personnes eux-mêmes dans leur discours. On rencontre entre eux. On voit aussi, autre exemple, euh, des jeunes qui vont parler de la consommation de contenu comme étant des formes de mise à l'épreuve. Alors, l'exemple peut-être le plus évident et qui est quand même, disons-le, pas quand même, je pense pas généralisable, ce sont des, par exemple, des groupes de jeunes garçons qui, entre eux, vont se lancer des défis de regarder des images jusqu'au bout, des vidéos jusqu'au bout. Si vous avez des éducateurs dans votre entourage et que vous parlez avec eux, vous verrez que c'est quelque chose qui existe. Et donc, il y a des échanges avec parfois des espèces de défis, du type jusqu'à quelle minute tu l'as vu. Vous avez compris que c'est des images très difficiles, par exemple de torture, des choses comme ça. Avec cette idée finalement de mise à l'épreuve, là, dans une perspective ici de rite de virilité. Alors, se confronter à des images pour montrer qu'on maîtrise finalement quand même sa personne et la gestion de ses émotions, c'est quelque chose que vous avez compris qui peut être renvoyé à ce que j'ai dit par ailleurs sur la gestion de soi. Parce que quand vous êtes confronté à des images difficiles et que vous montrez que vous gérez, je m'inquiète, mais je gère, eh bien, vous remontrez encore une fois d'une certaine façon que vous respectez les injonctions d'autonomisation, de prise en main de votre vie et de gestion de vous-même. Et donc, ces mises à l'épreuve sont, à mon avis, quand même intéressantes, puisque, comme vous l'avez vu, elles peuvent se retrouver aussi bien parmi un petit groupe de garçons qui, peut-être, vont avoir une certaine vision, par exemple, de la masculinité, que chez les jeunes militants écologistes qui vont chercher, eux aussi, peut-être, à confirmer une idée qu'ils ont d'eux-mêmes. Alors, qu'est-ce que on peut en dire? C'est que, finalement, ce qui se passe dans ces différents exemples, si vous regardez bien, c'est la question que ces jeunes, finalement, se posent, c'est qu'est-ce que cela me fait? Et je reprends l'exemple de la jeune fille avec l'intelligence artificielle. C'est bien pour se reposer et arrêter d'avoir peur de tout et de rien en fait. Et ce discours est très présent et évidemment rivalise avec un autre discours qu'on peut imaginer qui serait je veux des informations vraies, vérifiables, scientifiques. De qu'est-ce que cela me fait? Plus que vous êtes dans une société d'incertitude, plus que vous avez des questionnements sur votre identité, eh bien, plus qu'elle prendra évidemment de l'importance au détriment de ce qu'on pourrait appeler la vérité. Et c'est pour ça que moi, personnellement, quand j'interviens auprès d'intervenants qui travaillent sur l'esprit critique, je sais qu'ils ne font pas tous ça, mais certains vont être beaucoup sur la déconstruction des images. Mais le problème, c'est que les jeunes qui sont sur ce registre, où c'est finalement ce qui me fait qui compte, peuvent remettre systématiquement en question tout ce qu'on va leur dire, puisque le bénéfice, il est ailleurs. Alors, ça donne des jeunes qui, vous l'avez compris, s'observent, regardent à l'intérieur d'eux. Des jeunes qui se demandent qu'est-ce que ça leur fait.
qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre. Ils lisent les signes qu'on peut appeler les signes émotionnels comme étant révélateurs potentiellement de s'ils gèrent ou pas. Et rappelons-le, gérer ou pas veut dire être autonome. Et à l'adolescence, vous avez compris, l'injonction plane totalement sur eux. Donc, il y a cette question de s'observer avec cette idée de finalement, est-ce que je gère tout ça? Et qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que ça me rassure? Alors là, on peut proposer ici une lecture qui sera socio-anthropologique, c'est-à-dire se poser la question, mais finalement ensemble, de lire les signes disponibles pour pouvoir finalement se rassurer et gérer l'angoisse. D'un point de vue anthropologique, à quoi ça renvoie? Si on remet ça dans une ligne du temps plus long, et je vais passer par un exemple pour être très clair. Je vais prendre l'exemple du cauchemar et je vais vous inviter à une réflexion sur le cauchemar dans le long terme. On va essayer ensemble de retourner dans notre passé commun et lointain, pas si lointain pour certaines personnes qui habitent encore cette planète. Mais si je vous pose la question, le cauchemar dans les sociétés anciennes, qu'est-ce que c'était comme signe? Eh bien, si vous regardez dans les travaux des anthropologues, ben, ils vous diront quoi? Ils vous diront déjà, un cauchemar, c'est une visite. On est dans l'imaginaire, on est d'accord. Mais c'est une visite. C'est-à-dire que le cauchemar ne vous appartient pas. C'est pas vous qui êtes le producteur du cauchemar. Le cauchemar, c'est une visite par une instance extérieure qui vient vous délivrer un message. Mais attendez, il ne vous délivre pas le message à vous, nécessairement. Il peut délivrer le message à quelqu'un de la communauté ou à l'ensemble de la communauté. Donc, je vais le dire autrement, le cauchemar comme signe à interpréter et les émotions qui sont vécues sont relayées à un système de sens beaucoup plus large qui fait que la personne ne le vit pas comme quelque chose d'individuel et personnel. Et donc, ce qui est intéressant quand j'ai fait ce travail sur, je me posais la question, finalement, anthropologiquement, et je suis retourné à des classiques, vérifier ce qui se faisait. Et là, je suis tombé sur des écrits sur les communautés de moines, parce qu'ils ont beaucoup écrit forcément au Moyen Âge, et qui disaient à peu près la même chose, c'est-à-dire que les historiens mettent en avant des séances de débriefing collectif. Vous avez un cauchemar, vous avez une responsabilité. Vous devez en parler avec votre communauté parce que peut-être c'est l'annonce de quelque chose qui vous dépasse et qui vous appartient. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a ce qu'on appelle un rite oraculaire. J'y reviendrai parce qu'évidemment, on n'est plus dans ces logiques aujourd'hui. On n'est plus dans ces logiques de voir le signe intérieur vécu comme étant une logique collective, doublement collective. On est dans une autre logique, comme vous le savez, le cauchemar avec, par exemple, la psychanalyse est devenu quelque chose qui vous appartient pleinement, dont vous pouvez décoder finalement le sens profond. Vous pouvez faire une cure analytique qui va vous coûter très cher. Et là, vous allez peut-être réussir à vous êtes responsable du décodage, même si vous pouvez être accompagné. Mais vous êtes accompagné, donc vous n'êtes pas complètement sûr. Mais aujourd'hui, dans les entretiens, lorsque des jeunes, pas tous, mais certains vont parler des cauchemars, mais certains les prennent comme un signe qu'ils n'arrivent pas à gérer leur vie. C'est-à-dire que certains vont moins se poser la question de l'origine que du fait que c'est un symptôme et une preuve qu'ils ne gèrent pas. Du type, ah, mais ça va vraiment, ouais, ça va mal, il y a quelque chose que je fais pas bien, hein, quand même. Hein. Et donc, vous l'avez, mais pas seulement pour ça. L'exemple peut-être le plus frappant que j'ai eu, c'était vraiment quelqu'un qui dit, ben moi, c'est très bien parce que quand je suis très angoissé, je somatise. Donc, au moins, je vois et je peux prendre des bonnes décisions pour pouvoir continuer à mieux gérer. Donc, je prends l'exemple du cauchemar parce qu'il est assez parlant, mais on peut se poser ensemble la question si finalement les rites oraculaires dans les sociétés anciennes n'étaient pas un invariant anthropologique, qui sont disparus. Et l'hypothèse est la suivante, c'est que lorsqu'on est dans des grandes incertitudes aujourd'hui, individuellement, et que la rationalité n'arrive plus à donner des réponses satisfaisantes, on peut se replier sur cette logique oraculaire. Mais pour ça, il faut prendre le temps
de définir qu'est-ce qu'on entend exactement par logique oraculaire, parce que, je l'ai dit rapidement, dans l'exemple du débriefing du rêve, il y a un expert qui existe dans cette société, le chaman, qui va vous aider à décoder. Et qu'est-ce qu'il fait, le chaman? Ben, il met en lien les signes dont vous êtes les porteurs avec un ensemble beaucoup plus général, les signes de la nature, le cosmos, le monde. Il vous met en lien et en relation avec le monde. Vous n'êtes pas seul. J'ai donné l'exemple du chaman. Si vous commencez à faire l'inventaire des rites oraculaires, vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Parce qu'évidemment, on va penser à l'oracle de Delphes qui est un peu évident. Hein, il n'y avait pas qu'Alexandre le Grand qui pouvait aller consulter l'oracle. Il y avait aussi les communs des mortels. Il y avait des oracles plus accessibles aussi, économiquement, etc. Quand des personnes au Moyen Âge, mais encore aujourd'hui, vont voir un astrologue, qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose. Il y a des signes personnels qui sont mis en commun avec un univers de sens. Autrement dit, vous vous en remettez à un expert. Et cette logique est très forte et interprétative, bien entendu. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que c'est cette logique de lire les signes disponibles et les mettre en commun pour pouvoir se sentir mieux et gérer les émotions existe encore? La question qui se pose, c'est est-ce que le contexte contemporain permet de le faire? Et là, vous vous direz, ah oui, mais j'ai quand même l'oncle d'un ami qui va encore voir un astrologue et j'ai encore certains vont analyser les paris comme des formes aussi, voilà, vous allez preuve de soi. Mais c'est une question qui se pose sur finalement, euh, est-ce que l'atmosphère émotionnelle des réseaux sociaux permet la multiplication des signes émotionnels que l'on peut évaluer, mettre en relation, donner du sens? Autrement dit, l'individu devient lui-même l'expert qui va pouvoir faire ce travail. Et dans ce contexte qui compterait, ce serait l'individu qui serait le seul à même de pouvoir redonner du sens aux émotions multiples qui vivent. Je vais vous donner un exemple concret. L'anthropologue Marc Auger, il y a déjà très longtemps, avant même les réseaux sociaux, il nous parle des informations disponibles, il nous parle, j'ai envie de dire, des contenus anxiogènes. Et il nous dit ceci. Il nous dit, avant même l'avènement des réseaux sociaux, un trait pourtant relie ces différentes peurs et l'ensemble de ce que l'on pourrait recenser aujourd'hui. Elles font toutes indifféremment l'objet d'une exploitation médiatique intense. Du coup, elles sont rapprochées les unes des autres. Elles sont rapprochées les unes des autres. On ne parle pas des réseaux sociaux, vous imaginez. Dans les journaux, à la radio, à la télévision. Et ce rapprochement constitue lui-même un fait nouveau, une abstraction pesante et prégnante née de l'empilement arbitraire de cas concrets. Sans doute, chacun d'entre eux mérite-t-il l'attention et peut-il légitimement inquiéter. Mais l'effet de cumul qui transcende l'espace et le temps est par lui-même créateur d'un phénomène supplémentaire dont il faudrait pouvoir mesurer le caractère artificiel. Hein, quand vous scrollez sur une vidéo, la seule personne qui est responsable de la mise en cohérence, c'est vous-même. Et donc, vous devenez un lecteur de signes informationnels, mais aussi, sans oublier ce que je viens de définir depuis le début de la conférence, de ce que ça veut vous faire au même moment. Et donc, ce qu'on voit, c'est un individu qui est finalement, j'ai envie de dire, enfermé dans la lecture des signes informationnels et émotionnels dont il est lui-même le garant. Mais le problème, c'est que bien qu'on puisse considérer que c'est délétère, par exemple, le problème, c'est que du point de vue de l'identité, ça a une fonction. C'est-à-dire qu'elle remplirait la fonction que j'ai décrite des rites oraculaires. C'est-à-dire de se poser avec une certaine expertise pour redonner de la cohérence entre des signes qui sont disponibles autour de nous. Et cette logique, bien entendu, serait une forme d'attachement puissant, puisqu'elle renverrait, vous avez compris, à la nécessité, qui est peut-être un besoin même fondamental, de finalement s'assurer d'avoir une certaine sécurité ontologique. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne des jeunes qui savent qu'il y a des effets délétères, qui savent qu'il y a des soucis,
mais qui en même temps ne s'en débarrassent pas pour autant, parce que les bénéfices sont tout aussi présents. Hein? C'est-à-dire qu'à peu près tous les jeunes de cette enquête, les 58, parlaient à un moment donné d'un effet presque traumatique qu'ils ont vécu, des images qu'ils voulaient pas voir, des propos, de la violence, etc., avec des déconnexions provisoires partielles. Hein? Mise à distance des abonnements, arrêter de suivre tel youtubeur, mettre le téléphone un peu de côté, pas trop longtemps, mais des tentatives de déconnexion qui ont été, en tout cas, racontées comme étant des formes de gestion, une fois de plus, hein, posées comme acteur de tout ça. Alors, la question qui se pose, c'est comment rester et bénéficier de l'atmosphère émotionnelle des réseaux sociaux, qui permet périodiquement de prendre des signes informationnels, de renvoyer à des signes émotionnels, de refaire ce mouvement de cohérence en se traitant comme étant l'expert de soi-même, pour bénéficier d'une sécurité ontologique, vous me suivez bien, mais sans devenir anxieux, puisque c'est aussi l'injonction qui les traverse. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Et là, je pense que le temps passe, je vais arrêter là-dedans, mais ce qu'on voit, c'est des stratégies pour essayer d'y rester, c'est-à-dire bénéficier de l'apport émotionnel, mais sans devenir anxieux, par différentes actions. Et là, franchement, j'ai pas la prétention de pouvoir faire un inventaire exhaustif parce qu'à chaque fois que je rencontre un doctorant et que je discute de sa thèse, on voit qu'il y a différentes formes de résistance et de protection. Des déconnexions provisoires, j'en ai parlé. Hein, c'est toutes sortes de façons, toutes sortes de logiques. Se mettre en témoin des logiques sacrificielles, j'ai envie de dire, c'est-à-dire être sur des espaces où les gens sont violentés, dans l'arène des échanges, mais d'être témoin avec un discours de je ne fais pas partie de l'équation, je me mets à distance, je suis protégé, la recherche de safe space, safe place, hein, ça veut dire très bien. On voit aussi la génération d'images par l'intelligence artificielle apocalyptique, je sais pas, Paris après la Troisième Guerre mondiale, qui permet aussi d'être dans cette logique. Et aussi, je terminerai peut-être là-dessus, je vais juste l'évoquer parce que le temps passe, mais le culte de nouveaux experts qui vont lire les signes présents que peuvent constituer certains youtubeurs et certains twitchers. Et je pense à une thèse qui a été écrite récemment par Lucas Piton, un jeune psychologue de l'Université d'Angers, qui rappelait comment finalement le caractère, j'ai envie de dire, de potentialité d'échange, de pouvoir déposer la question, d'avoir le sentiment d'être entendu, d'avoir des réponses compréhensibles qui ordonnent finalement un peu les formes d'incertitude, était important dans le discours des jeunes qu'il avait, entre autres, étudié. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus et puis je pense qu'on pourra échanger. Je vous remercie pour votre attention. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va se prendre... Pardon? Avant les questions? Ouais, d'accord. Je mets ma caméra, on me dit qu'il faut mettre ma caméra. Bon, merci beaucoup pour cette très belle conférence. Effectivement, on retrouve beaucoup d'éléments qui sont donnés dans le livre, mais en plus, tu as ajouté d'autres choses. Vraiment, c'est un livre vraiment qu'on peut conseiller. Et donc, l'apport ici principal qu'on a sur cette conférence, c'est la démarche extrêmement précise vis-à-vis d'une discipline qui est la socio-anthropologie, ou en tous les cas l'approche à la fois sociale et anthropologique. Alors, je vais peut-être poser la première question et puis après je vais laisser la parole dans la salle. À distance, on a 32 personnes connectées. Je crois qu'on bat le record là. On bat le record, donc c'est énorme. Je salue l'arrivée de Jonathan Bernard dans la salle. Donc ici, on aura l'occasion de parler et de son équipe, bien sûr. On aura l'occasion peut-être de discuter un peu plus tard. La première question que j'aimerais te poser, la première remarque, c'est que
on a eu une conférence que tu nous as faite qui était d'une extrême, qui était extrêmement détaillée vis-à-vis tout d'abord d'un contexte que tu donnes qui est anthropologique, sociologique, et seulement après, tu fais le parallèle avec les réseaux sociaux. Et peut-être une des erreurs qu'on fait dans notre discipline, les sciences de l'information et de la communication, c'est qu'on raisonne à l'envers. C'est-à-dire qu'on part de théories qu'on connaît par ailleurs en communication et qu'on bascule en disant bah, est-ce que ça fonctionne avec les ados, etc. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre les ados aujourd'hui si on n'a pas cette vision que tu développes, à la fois anthropologique, où tu vas chercher les invariants de la civilisation depuis des siècles et des siècles, tu vas chercher les éléments sociaux ou sociologiques. Et donc, merci beaucoup pour cette pédagogie qui consistait d'abord à expliquer où on en est en matière anthropo-sociaux chez les ados, et après seulement de voir le parallèle. Et je crois que là, pour les doctorants qui sont ici, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant de voir, c'est-à-dire qu'on ne se, à mon sens, en tous les cas, l'idée de se jeter sur les technologies tout de suite, c'est une erreur. Donc, c'est un paradigme technologique qui, à mon sens, n'est pas bon. On a besoin d'avoir au départ une très bonne connaissance du terrain où on va, de la psychologie si on est en psychologie, de l'anthropologie si on est en anthropo, en sociaux, etc. Et parfois, certains doctorants nous disent, par exemple, je pense à une doctorante qui est ici, Marianne, qui fait une thèse sur les aidants, euh, qui dit effectivement, j'ai besoin de comprendre comment les aidants fonctionnent avant de voir seulement comment ils utilisent les technologies. Et là, ici, on a vraiment l'idée, effectivement, qui est, on doit comprendre les ados, où est-ce qu'ils en sont, ce qu'ils font actuellement, au niveau social, au niveau anthropologique, etc. Est-ce que ça serait possible d'avoir un petit développement sur ce que tu as appelé au départ, sur le plan épistémologique, l'affinité élective? Parce que ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. On est essentiellement en sciences de l'information et de la communication dans deux grands paradigmes, qui est le paradigme plutôt herméneutique avec la sémiotique. On étudie énormément les messages, ou pragma-sémiotique ou sémio-pragmatique, peu importe comment on l'étudie, et aussi sur des démarches qui sont parfois déterministes, ou en tous les cas un peu causalistes. Et là, tu nous proposes un concept qui est intéressant. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus donc, sur l'affinité élective et comment toi tu la mobilises dans tes travaux? Tout à fait. Merci. Ben, l'affinité élective, ça part surtout de l'esprit du capitalisme, Max Weber, donc on dirait un classique. Et c'est justement la particularité de son approche, c'est qu'il va pas se demander si l'éthique protestante a nourri ou a permis l'avènement du capitalisme, ou si le capitalisme a permis le développement finalement de l'éthique protestante. Il va nous dire dans son ouvrage que finalement, il y a une rencontre entre les deux, il y a des éléments qui les nourrissent mutuellement. Donc en fait, il sort de la question du déterminisme du point A du point B pour dire, mais finalement, il y a peut-être des processus qui vont se nourrir. Et là, qu'est-ce qu'il va nous dire? Ben, il va nous dire, mais regardez, dans l'éthique protestante, par exemple, il y a un rapport au temps, que l'IPS a un rapport au temps, qui est vraiment spécifique et qui est différent de ceux des catholiques, par exemple. Parce que dans l'éthique protestante, on peut considérer finalement que ben, le travail, l'action peut être une forme de prière. Et donc, ça vient rencontrer finalement une autre logique qui par ailleurs existe dans le capitalisme, c'est-à-dire la mise en avant du travail et la rentabilisation du temps, qui n'est pas nécessairement perçue de la même façon, par exemple, dans le catholicisme. Et donc là, il va nous montrer qu'il y a une affinité élective pour développer, et quand on regarde, c'est quand même fascinant parce que, bon, c'est des grandes œuvres, parce que quand on regarde aujourd'hui, même encore aujourd'hui, quand vous regardez, pas toujours, mais les pays protestants sont généralement encore les grands apôtres, entre guillemets, du capitalisme, parce que, voilà, intrinsèquement, dans la manière même culturellement d'être à travers la religion, ils ont cette rencontre. Vous voyez, là, donc là, finalement, il prend deux processus et il se pose la question de qu'est-ce qu'il est dit. Et entre autres, il va dire, regardez, le rapport au temps est une connivence qui permet d'expliquer comment ils peuvent grandir côte à côte. Et donc, c'est ça, ben, c'est ce que j'essaie de montrer aussi dans ma posture là, de chercheur, c'est de me dire, ben,
le postulat qui repose quand même sur les efforts de justification des jeunes, c'est-à-dire, ben, finalement, dans les enjeux identitaires des jeunes, il va y avoir, ça c'est de base, ça se transforme en hypothèse, c'est-à-dire, ben, finalement, qu'est-ce qui va lier ces usages avec... Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si on se pose la question, comme on le fait actuellement sur les nudes, ben, ça veut dire d'avoir une réflexion d'emblée beaucoup plus large sur la question de la sexualité adolescente, mais aussi des relations, etc. On ne pourra pas. L'idée, c'est moins vous allez connaître ce qui se joue de manière beaucoup plus globale, moins vous serez capable de comprendre les affinités électives avec les propositions faites par les dispositifs techniques. Mais ceci étant dit, il faut connaître les dispositifs techniques aussi, parce que sinon, forcément, vous ne connaissez pas l'offre. Mais vous pouvez très bien prendre un dispositif technique et poser la question en quoi ça, il y a une affinité élective avec l'ensemble des enjeux là, liés, par exemple, à la sexualité ou même aux relations. Je pourrais peut-être prendre un exemple. Si on ne sait pas qu'à l'adolescence, et là je vais vers les travaux d'Isabelle Claire qui a écrit la Bible de l'amour et des relations affectives à l'adolescence, si on ne sait pas, à l'instar de ce qu'elle nous dit, que finalement, l'entrée dans la relation d'exception, mais aussi amoureuse, peut être considérée comme un marqueur du grandir chez les jeunes, mais on ne peut pas comprendre pleinement ce que ça veut dire. Je m'explique. Euh, vous avez des enfants à la crèche, ça dure pas longtemps, mais ils sont tous amis. Ça dure pas longtemps. Et ensuite, il y a un système de classification des relations qui s'installe. Et plus que vous grandissez, plus que vous allez affiner ce classement des relations. Vous allez dire, voilà, c'est mon meilleur ami, c'est mon ami, c'est juste un camarade. Voilà, même les relations amoureuses, on le sait, bon, ça flirte, c'est autre chose, etc. C'est une vraie relation, etc. Et donc, dans la société de l'expérimentation, précisément, il y a toute une sorte de classification des relations. Mais ce qu'on voit, et ce qu'elle rappelle, c'est qu'à l'adolescence, si vous n'avez pas de relation d'exception de qualité, si vous n'avez pas de relation privilégiée que vous pouvez afficher, on vous considère comme quelqu'un qui fait pas partie de la classe des ados. Et ça, c'est très puissant. C'est très, très puissant. Parce que ça veut dire que, je donne souvent cet exemple, où Thomas et Eric sont dans la même classe, ils sont pas amis, mais ils ont eux des meilleurs amis, et donc ils se respectent. Mais celui ou celle qui n'a pas de meilleur ami dans la classe fait les frais de l'ensemble des lycéens ou des collégiens. Et donc, il y a une espèce de pression sur les jeunes, non seulement pour avoir des relations d'exception, mais pour les afficher. Hein? Et là, je pense aux travaux de Claire Ballet il y a très longtemps, mais elle montrait déjà que l'affichage de la relation de couple, la déclaration de couple, est quelque chose d'emblématique sur les réseaux sociaux. Mais parfois, on voit des jeunes qui vont les afficher à l'audience imaginée, donc, hein? Mais avec un peu de mystère. J'ai un nouveau petit copain. Et là, les autres disent, oui, moi, je sais c'est qui. Et là, on se dit, mais pourquoi tant de mystère? Et des fois, il y en a même qui rajoutent, on va en parler en message privé. Et on se dit, mais pourquoi passer par tout ça? Et elle a montré que l'affichage en ligne de relations de qualité auprès d'un nombre était une modalité de validation d'un marqueur du grandir. Oui? Mais si on ne connaît pas ça, est-ce qu'on peut comprendre les nudes? Non, on ne peut pas. Je suis désolé, on ne peut pas. En tout cas, on ne peut pas comprendre les nudes chez des ados. Après, chez les quarantenaires, je ne sais pas. Hein, on va vérifier, c'est une autre enquête. Mais chez les ados, c'est très compliqué. Hein, on est rendu dans cette enquête dont ça paraîtra probablement à l'automne, mais on est rendu à 18 cas idéal typiques de nude. Et tout se renvoie à des questions de puberté, de relation à l'autre, d'affichage du lien, de prise de risque, évidemment, des notions qui sont totalement adolescentes. Et donc, vous voyez, c'est un exemple. Et là, voilà, bon. Donc, l'affinité élective entre la possibilité hein, d'afficher à un grand nombre des relations d'exception de qualité, ben, va de pair avec une norme adolescente, mais qu'on ne connaît pas nécessairement. Et ça a des impacts très concrets, hein, non seulement chez les professionnels, mais même dans les familles, parce que les parents n'ont pas nécessairement conscience de ce qui se joue derrière. Et donc, ça donne des maladresses. Ensuite. Et donc, c'est pour ça que c'est vrai que moi, la question de la causalité, je l'ai mis un petit peu de côté.
en centrant ça, en me disant que, en plus, ça émet l'hypothèse, évidemment, que, ben, il peut peut-être avoir des relations dans les différents sens, finalement, et qu'on n'est pas obligé de trancher. Hein? Euh, ok. Merci, merci pour cette approche à la fois théorique, méthodologique et épistémologique. Y a-t-il des questions? Bonjour, William Thierry, donc je suis influenceur à l'INSEE. Merci déjà pour le temps. Une question par rapport à l'identité. Ouais. J'ai le sentiment, j'ai bien compris effectivement que cette présence sur les réseaux sociaux numériques pourrait être un facteur de, globalement de stabilisation, de tentative de stabilisation par essai-erreur de l'information. En fait, ma question est la suivante. Il y a un article qui passe sur Sensor, qui date de 2017 hein, de Bouchardon, où il explique, c'est quelque chose qu'on connaît, hein, qu'il y a différents réseaux sociaux et qu'en fonction des réseaux sociaux, on n'affiche pas la même identité. Comment on gère ça? Je comprends, stabilité d'identité et ces erreurs. Est-ce que ces erreurs ne sont pas justement en même temps, en parallèle? Et d'où, évidemment, désolé, je vais faire c'est pas la crème, mais c'est un peu medium is message, quoi. En fonction du réseau social dans lequel je suis, j'ai une identité particulièrement. Et comment on gère ça par rapport aux adolescents? Parce que là, ça devient infernal sur le plan psychologique, même sociologique. Enfin, voilà. Donc, voilà. Cette question-là, une stabilisation et en même temps d'hétérogénéité, en fait, des identités au même moment. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais c'est une tendance qu'on voit de plus en plus, surtout avec les stories qu'on peut refermer parce que ça s'est multiplié vraiment. Il y a deux choses que j'ai envie de dire. Le problème qu'on voit, c'est que, je pense que vous savez autant que moi, c'est que dans le lieu commun, on va dire, voilà, il y a une forme de, presque de schizophrénie avec une division, etc. Mais le vrai problème, c'est la cohérence que les jeunes doivent assumer. C'est-à-dire que si vous affichez quelque chose sur Insta et que tous vos amis du lycée sont sur le même réseau social et qui ont accès à l'information, vous devez être prêt à justifier cette information et vous donner du sens dans l'espace public du lycée le lendemain. Et donc, toute la difficulté est là. Et en fait, ce qu'on voit par rapport à ce que vous dites, c'est que on, on a l'impression qu'on est de plus en plus sur la gestion des publics plutôt que la gestion des contenus. C'est-à-dire, et encore, je reprends l'exemple des jeunes engagés en faveur de l'écologie parce que on avait fait une enquête à part entière avec eux. Et c'était super intéressant parce que moi, j'étais un petit peu naïf, en guillemets, je m'intéresse à l'engagement. Puis en sociologie, pendant longtemps, l'engagement a toujours été présenté comme quelque chose de très positif, l'épanouissement personnel à la clé. Quand on creuse, on se rend compte assez vite que c'est pas aussi simple. Et donc, on se dit, ben voilà, ils ont les réseaux sociaux, donc ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment c'était stratégiquement utilisé. Du type, je vais utiliser tel réseau social parce que je sais que c'est des jeunes amis qui sont pros, voilà, mais les autres amis, et là, ça renvoie à une chose que peut-être on dit pas assez à l'adolescence d'aujourd'hui, qui a pas changé par rapport à notre adolescence, mais qui s'est amplifiée, c'est la diversité des groupes d'appartenance. Et donc, plus que vous avez des groupes d'appartenance, plus que mécaniquement, vous avez des chances d'avoir des groupes qui seront pas d'accord avec votre opinion. Et donc, ça fait que vous avez des jeunes qui sont engagés. Donc, il y a deux, trois groupes, c'est bon. Je peux même donner l'exemple de la belle famille. Vous allez avoir un côté qui, oui, va vous encourager, l'autre qui va se moquer de vous pendant les dîners de famille. Hein? Et donc, il y a toute cette gestion-là. Et en fait, les réseaux sociaux, c'est ce qu'on voit comme tendance. Donc, c'est une gestion des publics en fonction de l'identité présentée. Est-ce que c'est mon identité de lycéen? C'est mon identité de militant? Et l'autre chose qu'on voit que je peux vous dire là-dessus, c'est que à un moment donné, je fais un focus group avec des lycéennes et on a passé 1 heure et demie à discuter de qu'est-ce qu'elles faisaient pour s'assurer de la bonne réputation d'un garçon en lien avec les réseaux sociaux avant de s'engager. Ils disaient le problème, c'est les stories fermées. Et donc, quand on voit qu'il y a une story un peu select avec que des garçons, semble-t-il, d'abonnés, on se dit, mais qu'est-ce qui circule là? Et donc, tout l'enjeu est de comment on va réussir à entrer dans ce cercle fermé et d'avoir un bon informateur. Et donc, évidemment, c'est un jeu espace physique, espace numérique, parce qu'il faut réussir à les trouver. Et je vous raconte ça parce que j'ai posé cette question. Je dis, c'est pas un peu fatigant? Je dis comme ça. Parce qu'il y en a même une qui avait dit, oui, ça fait beaucoup de choses pour peu, finalement. Hein. C'est 1 heure qu'on discute de ça. Et là, je sais pas, moi, je suis pas psychologue et peut-être qu'il y en a dans la salle et on pourra en discuter, mais
la réponse était, mais pour nous, c'est tellement intégré, c'est tellement notre fonctionnement. En te parlant, on se rend compte qu'on fait beaucoup de choses. Mais c'est tellement, elle l'a pas dit comme ça, mais moi je le traduis, c'est tellement au cœur de notre sociabilité. Et en plus, en décodant bien ce qu'elle racontait, on se dit, mais elle fait en plein ce qu'on leur apprend, elle recoupe ses sources. Hein? Mais dans un univers, cette fois-ci, dans très adolescent, j'ai envie de dire, avec des questions qui sont pas très nouvelles, encore une fois. Et donc, c'est ça que je peux dire, là, qu'il y a à l'esprit quand on se pose la question de ces identités multiples. Et, en tout cas, ça donne l'impression, mais moi, j'ai toujours pensé, c'est qu'il y a un clivage. C'est-à-dire que ceux dont on parle ici, ça renforce leur réflexivité. Hein, parce que, pensez-y, hein, la réflexivité, c'est l'écart. Hein, quand vous êtes dans votre milieu tout le temps avec la même personne, c'est plus difficile de remettre en question que si vous, voilà, vous avez des écarts. Hein. Ça s'applique à plein de sujets. Ceux, par exemple, qui habitent à la ville, mais qui ont la chance d'aller à la campagne, ben, ils ont un autre regard sur la ville parce qu'ils ont un écart, donc ils sont plus réflexifs. Et les réseaux sociaux, quand même, permettent ça parce que là, il y a de la gestion des différents, et donc ils se posent des questions. Mais, évidemment, si on revient à la base de la conférence, dans la société de l'expérimentation, donc vous avez ceux pour qui les réseaux sociaux leur permettent d'afficher leur grande maîtrise d'eux-mêmes. Pareil pour la déconnexion, hein, parce que vous avez des jeunes qui vont dire, oui, moi, mes parents m'appellent, je déconnecte, et puis je montre à tout le monde. Et donc, ils se posent en grand champion d'identité. Je suis autonome, je maîtrise. Mais les plus vulnérables n'auront pas, évidemment, cette complexité, bien entendu. Et c'est beaucoup lié à la capacité d'attendre. Mais des jeunes en entretien vous expliquent comment ils attendent. Mais d'autres vous expliquent, non, là, il fallait que je le fasse parce que la recherche du bénéfice, du retour, était cruciale. Et sur la question des nudes, on le voit parce que vous avez des jeunes qui vont vous dire un an plus tard, après avoir fait quelque chose d'évidemment extérieur, d'évidemment à risque, de dire oui, mais moi, je ne prenais pas le risque d'envoyer une photo compromettante à qui je connaissais mal. Je prenais la chance qu'ils me reconnaissent dans dans une relation privilégiée. Ouais, si vous recoupez ça avec ce que j'ai dit sur la norme, vous dites, ah oui, ok, d'accord. Si on comprend pas la force et la puissance de la norme pour exister au regard des autres, vous comprenez pas pourquoi la chance d'avoir ce bénéfice était tellement supérieure au risque que nous, on va, avec raison, hein, mais mettre en avant. Ah, et c'est pour ça que je dis toujours, en matière de santé publique, il y a le débat, il y a nous, on peut se débattre sur des choses, mais par contre, on peut aussi se poser la question si nos débats et nos choix ensuite de mots, par exemple, sont efficaces. Je prends l'exemple du débat autour de l'addiction, qui est très intéressant. Mais une chose est sûre, c'est que quand vous parlez d'addiction à un jeune, ben, quelque part, vous prenez le risque d'évacuer toute la complexité, la reconnaissance de toute la complexité qu'on est en train de dire ici. Et donc, c'est une forme d'invalidation de ce qui peut être vécu. Et donc, une forme de mise à distance, qui, en tout cas, de façon très pragmatique, hein, on vient à ce qui était dit sur pragmatique, et quand même central. Ouais. D'accord. On a le temps pour une dernière question. Philippe? Oui, Philippe Bonfils, hein, qui dirige l'équipe avec nous. vous venez de prononcer le terme sur lequel je voulais vous interroger, la question de risque. Oui. Et finalement, assez peu traversé tout à l'heure. C'est vrai. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'étudier, d'interroger ces générations dans leur rapport au risque? Il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a des codes. Là, vous venez d'évoquer, j'ai eu la même discussion avec quelqu'un qui avait 20 ans sur le rapport à l'autre dans la technique de séduction avant la prise de risque et le fait d'aller chercher des informations et de ne plus, par exemple, être dans une situation de risque en face à face, de limiter, enfin, de revenir à cette question du risque, sans rentrer dans des lieux communs. Les jeunes veulent plus prendre de risque, ils ont peur du risque, ça peu importe. Hein. Est-ce que vous les avez interrogés là-dessus? Ouais. Alors, je reformule pour ceux qui sont en distanciel, qui ont peut-être pas entendu la question. La question qui est posée par Philippe Bonfils, c'est
Avez-vous déjà étudié la notion de risque, du lien entre le risque et les adolescents? Les adolescents en lien avec le risque. Oui. Alors, dans les entretiens, j'essaie toujours de préparer les grilles de façon hyper large, de manière à être surpris le plus possible. Je pose pas frontalement la question, as-tu pris un risque? Euh, Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai fait ma thèse à Strasbourg. Et donc, on était dans un laboratoire sur le conduite à risque des jeunes, David Le Breton, Denis Jeffro au Québec, etc. Bon, on peut, voilà, prendre certaines choses ou pas, mais une chose est sûre, c'est que la notion de risque en socio-anthropologie est vraiment très intéressante parce que l'idée est la suivante. Elle va recouper, là, vous allez voir la filiation directement parce que ce que je vous ai raconté sur les rêves, c'est que quand on cherche le rapport au risque des ados de façon anachronique, hein, c'est-à-dire ceux qui deviennent adultes, quand on retourne dans notre passé commun, où on le trouve? On le trouve dans les rites de puberté sociale, hein, les cérémonies mises en scène. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on a regardé les rites de puberté sociale, donc des formes de rites de passage à l'âge adulte, les auteurs ont montré une chose, c'est que la mise à l'épreuve, c'est un invariant. C'est-à-dire, regarde, donc c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tout cas, en socio-anthropologie, on considère quoi? On considère que se mettre à l'épreuve, ben, dans une société où il n'y a pas de marqueur du grandir et où on est dans l'incertitude, ben, ça sera toujours une possibilité pour se donner le sentiment d'accéder à un. Grosso modo, c'est un peu ce qui a été présenté par la socio-anthropologie. Et donc, moi, je le montre de différentes façons. Tout à l'heure, quand je parlais de la consommation d'images dans une perspective de rite de virilité, il y a ça qui est ressorti, entre autres, mais j'ai pas fait une enquête spécifique sur cette question. Par contre, il y a deux choses peut-être. La première chose, c'est le soutien de ces prises de risque-là, j'ai envie de dire plus traditionnelles, par les dispositifs techniques, c'est-à-dire soutien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire documentation de la prise de risque, passage à l'acte, qui permet de dissocier dans le temps, dans l'espace et dans le temps, le passage à l'acte avec le témoin. Parce que dans ce que je vous raconte sur les rites de puberté sociale, vous vous mettez à l'épreuve, mais il y a des témoins qui valident. Voilà, tu as traversé l'épreuve. Dans les groupes, dans les bandes de jeunes, dans les groupes criminalisés, dans plein de... Vous avez toujours un témoin. Et ça, traditionnellement, c'est presque obligation. Au moins, il faut une trace pour pouvoir prouver qu'on a traversé l'épreuve. Et là, avec les dispositifs techniques, ce qui a changé, évidemment, vous l'avez compris, c'est que vous pouvez vous affranchir de cette contrainte. Hein, vous pouvez passer à l'acte par vous-même et aller par la suite ou en direct chercher un validant potentiel. Donc là, il y a une question qui se pose, est-ce que ça favorise, mais en même temps, vous avez la possibilité de discuter de vos problèmes, etc. Vous voyez encore, on retourne. Donc ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que dans les discours des jeunes, sans leur poser la question, c'est que ça donne le sentiment quand même que la prise de risque est partout. Hein, c'est-à-dire, je donne un exemple banal, mais utile. Bon, je vais publier une photo publique, mais avant, je vais demander à ma meilleure amie, et là, je stresse pour savoir ce qu'elle va en dire, et je stresse encore avant de mettre la photo publique, et là, j'attends les commentaires. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on est dans une forme de risque symbolique, mais en permanence, et là, il y en a tellement, franchement, mais souvent, c'est parler sans qu'on leur demande. Et c'est vrai que là, il y a une question, mais moi, c'est une question que je me pose vraiment, puis je suis pas le seul à me poser, mais les statistiques des conduites à risque traditionnelles, en Occident, généralement, actuellement, stagnent, voire en baisse. Hein, vous avez sûrement vu passer des articles sur la baisse de consommation d'alcool, de drogue, etc. Alors là, il y a une question quand même qui se pose, mais là, c'est une hypothèse, hein, vraiment. Est-ce que le fait que ces jeunes se mettent de différentes façons en danger symboliquement sur les réseaux sociaux à travers leur image de soi, est-ce que c'est pas un facteur de protection face aux conduites à risque physique? Parce que c'est ce que les éducateurs font. C'est ce que les éducateurs font. Ils ont des jeunes qui prennent des risques physiques, ils essaient de transformer ça en prise de risque symbolique avec des voyages de rupture, avec même, voyons, on va faire une pièce de théâtre, etc. Hein. Et c'est une vraie question que je me pose, mais là, je sais pas comment. Parce que là, je pense que c'est peut-être des statisticiens, des épidémiologues pour essayer de vérifier ça, mais qualitativement, ça me semble vraiment impossible à faire. Ouais.
Merci Jocelyn, je crois que le temps avance. Encore vraiment, merci beaucoup pour cette belle intervention. Et donc, je crois qu'on peut...